Rendons à César ce qui est à César et à Galilée ce qui est à Galilée. Galilée symbolise à lui tout seul l'opposition entre la science et l'Église, et certains voudraient bien y voir la parfaite illustration du fait que l'Église serait synonyme d'obscurantisme. Y a quelqu'un ? C'est aller un peu vite en besogne et c'est faire preuve, pour le coup, d'un sérieux obscurantisme au sujet de cette affaire, la fameuse affaire Galilée. Certes, l'Église a condamné Galilée. C'est pas bien. Certes, l'Église a même humilié Galilée. Ouh, c'est pas bien. Certes, l'Église, à cette époque, a réfuté l'héliocentrisme. C'est pas joli tout ça. Nous n'allons pas le nier. Même le pape Jean-Paul II a demandé pardon pour cela. Ah, ça c'est bien. Mais cette affaire n'est pas si simple. C'est dingue ça. Par exemple, saviez-vous que Galilée était un ami intime du cardinal Maffeo Barberini? Et c'est ce cardinal Barberini qui deviendra le pape Urbain VIII, celui qui sera pape au moment de la condamnation de Galilée et qui fera tout pour le protéger. Saviez-vous que Galilée est resté profondément croyant, jusqu'au bout, et que ses deux filles étaient religieuses? Vous voyez bien que les liens entre Galilée et l'Église ne sont pas faits que de haine. Loin de là. L'affaire est complexe. Je vais essayer d'être le plus clair possible. Mais je vous invite vivement à lire des ouvrages qui vous montreront que dans cette histoire, l'Église et Galilée ont des torts partagés. Cherchons à comprendre pourquoi l'Église a bien pu condamner un homme si brillant. Parce que Galilée est profondément intelligent. Il a perfectionné la lunette inventée par des Hollandais, et il va ainsi passer d'un grossissement de 5 à 30. C'est grâce à cet objet qu'il va observer les astres. Et suite à ses premières observations, il abandonne le système de Ptolémée, centré sur la Terre, pour adopter l'hypothèse de Copernic, centrée sur le Soleil. Galilée rédige un premier ouvrage. Cela lui vaut d'être accueilli favorablement par le Vatican, par le pape en personne, Paul V, en 1611. C'est lors de cette visite que l'objet amélioré par Galilée reçoit le nom de télescope. Même si l'Église montre alors son désaccord avec l'héliocentrisme, elle encourage le savant à poursuivre ses recherches. Et c'est là que Galilée commet une première erreur. Voyant que ses déductions le conduisent vers une hypothèse scientifique contraire à sa foi, ou plutôt contraire à une lecture littérale de la Bible, il essaie de concilier les deux et commence à interpréter le texte biblique. Or, Galilée n'est pas théologien, et de ce fait, il entre dans un domaine qui n'est pas le sien. À cette époque, la question de l'interprétation des Écritures est très sensible. En effet, en ce début du XVIIe siècle, on ne peut pas dire que les relations entre protestants et catholiques soient très cordiales, et chacun se bat sur cette question: qui comprend le mieux la Bible? De ce fait-là, l'Église réserve cette interprétation de la Bible à ceux qui ont fait des études pour ça, ce qui n'est pas le cas de Galilée. Galilée commet une deuxième erreur. Il affirme que le mouvement des marées s'explique par la rotation de la Terre. Tout le monde sait aujourd'hui que c'est faux. Eh mais c'est pas ça du tout, hein. Ça n'a rien à voir. C'est pas parce que la Terre tourne sur elle-même, c'est parce que la Lune tourne autour de la Terre, c'est pas pareil. On peut reprocher à Galilée de ne pas faire preuve de grande rigueur. Il déduit sa théorie sur les marées de ses seules observations et ne prouve rien de manière mathématique. Son manque de rigueur se répétera avec la théorie de l'héliocentrisme. C'est dingue ça. Les jésuites n'osent pas l'attaquer de front. C'est un ami d'un cardinal et d'autres évêques. Ils vont donc s'en prendre aux thèses de Copernic, puis ils vont intimer l'ordre à Galilée d'arrêter de professer l'héliocentrisme en 1616. Galilée aime polémiquer. Galilée aime débattre. Dans un livre, il ridiculise le père Grassi, un jésuite. Décidément, il les cherche. Ils ne sont pas d'accord sur la nature des comètes. Galilée prétend que ce sont des rayons lumineux et non des corps célestes. Là encore, il se trompe. Mais en plus, Galilée s'attire alors la haine des jésuites. Or, ce sont eux qui dirigent en ce début du XVIIe siècle l'Inquisition. C'est ballot ça. Quand le cardinal Barberini est élu pape, Galilée se sent invulnérable. C'est vrai qu'avoir un ami qui devient pape, ça donne de l'assurance. Galilée publie, avec l'accord d'Urbain VIII, et sous certaines conditions,
un nouveau livre où il présente les deux théories. Et là, Galilée commet une autre erreur. Son livre est un dialogue entre un érudit qui défend l'héliocentrisme et un naïf appelé Simplicio, ou Simplet, qui pense que la Terre, elle, est au centre de l'univers. Les jésuites y voient une attaque contre l'Église, une attaque qui ridiculise le pape. C'est l'erreur de trop. Galilée est alors jugé. Comme tout moment emblématique de l'histoire, cet événement revêt les atours de détails légendaires. Il parle bien, mon copain, mais j'ai rien compris. En clair, il y a plein de détails qui ont été rajoutés à cet événement historique. Des détails complètement faux. Ah bon? Par exemple, Galilée n'a jamais été torturé. C'est dingue, ça. Il n'a jamais connu les affres des cellules glauques des prisons. C'est dingue, ça. Mais il était logé en résidence surveillée, dans de magnifiques demeures, notamment chez des amis évêques. C'est dingue, ça. Et encore plus surprenant, la fameuse phrase « et pourtant elle tourne », eh bien Galilée ne l'a jamais prononcée. C'est dingue, ça. C'est un auteur anglais qui l'a inventée plus d'un siècle après. Pourquoi Galilée a-t-il été jugé? Parce qu'on lui reproche d'avoir cherché à interpréter la Bible alors qu'il n'a jamais étudié pour cela. C'est pas bien. On lui reproche également de s'être moqué de son ami le pape, Drôle de manière de remercier son protecteur et ami. d'avoir désobéi aux conditions imposées par le pape, C'est pas bien. d'avoir affirmé l'héliocentrisme sans en apporter la preuve. C'est pas très scientifique. En effet, souvenez-vous, Galilée observe les marées. Il déduit de ses observations des conclusions qui sont fausses. Galilée observe les comètes. Il déduit de ses observations des conclusions qui sont fausses. Galilée observe les planètes. Il déduit de ses observations des conclusions qui sont vraies. C'est dingue, ça. Pour une fois qu'il avait raison, on le lui a reproché. Le pape a tout fait pour défendre Galilée, pour le protéger. Mais on exerce alors sur le pape Urbain VIII une pression politique. Derrière l'affaire Galilée se cache la lutte contre les protestants et contre des royaumes hostiles à l'Église. Le pape ne pourra pas empêcher la condamnation de Galilée, mais il fera tout pour aménager la peine. Par exemple, dans la sentence, Galilée doit réciter des psaumes de pénitence. Il le fera dire par sa fille religieuse. Ce qui marquera les esprits, ce qui fera scandale, c'est l'humiliation imposée à Galilée. C'est en effet à un vieillard malade que l'Église demande de se rétracter et de le faire publiquement. Ce n'est qu'un siècle après, en 1741, que le pape Benoît XIV permettra l'impression des œuvres de Galilée. C'est tard. Il le fait après avoir obtenu la preuve scientifique de la théorie. Et oui, ce n'est pas idiot d'attendre d'avoir la preuve pour affirmer la véracité d'un fait. C'est ce que fait la justice, non? Et c'est ce que fait l'Église. Parce que si c'est catho, c'est pas idiot. Comme j'ai déjà été très bavard, je vous promets que je ne vais pas être long. Saviez-vous que le nom du fruit de la passion fait explicitement référence à la passion du Christ? Ce fruit vient d'une fleur, la passiflore, ou fleur de la passion. Ce sont les jésuites qui l'ont découverte au Brésil et qui l'ont appelée ainsi parce qu'ils ont trouvé que cette fleur était un bel outil pour évoquer la couronne d'épines, les 5 plaies de Jésus, les 3 clous. Et j'en passe parce que j'ai promis d'être rapide. C'est dingue, ça. On fait pas trop non plus. Non, je suis réellement ébahi. T'as réussi à faire court.